Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre plongée au cœur des sources a une mission, on peut le dire, particulièrement ambitieuse. Ouais, presque philosophique même. C'est ça. On veut comprendre pourquoi l'être humain agit. Qu'est-ce qui pousse un individu à se lever le matin, au-delà de la simple survie biologique? Et c'est une question vaste. Ah ça, oui. Quiconque a déjà observé un enfant en bas âge s'est forcément posé la question, en fait. Pourquoi ce besoin irrésistible, presque obsessionnel, de secouer un objet juste pour voir ce qui se passe? Carrément. Et chez l'adulte, c'est encore plus mystérieux au fond. Bah oui. Pourquoi passer des heures, des week-ends entiers même, à peindre une toile dans un garage poussiéreux ou à sculpter un bout de bois ou encore pire, risquer sa vie pour escalader une paroi rocheuse glaciale? Surtout quand il n'y a absolument aucune récompense financière ou matérielle à la clé. Exactement. Pour trouver des réponses, cette analyse va s'appuyer sur un texte vraiment fondamental de la psychologie. C'est un ouvrage publié en 1985 intitulé Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Un classique rédigé par les chercheurs Edward L. Deci et Richard M. Ryan. Voilà. Et l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de fournir à ceux qui nous écoutent un raccourci direct vers une compréhension profonde de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et surtout de s'éloigner définitivement de cette vieille idée reçue un peu triste, et il faut bien l'avouer. Très triste, ouais. L'idée selon laquelle l'humain ne serait qu'une simple machine biologique uniquement motivée par la faim, la soif ou la peur de la douleur. C'est exactement ça. D'accord, décortiquons un peu tout ça, car le choc entre les anciennes théories mécanicistes et la réalité foisonnante du comportement humain est absolument captivant. C'est effectivement un changement de paradigme fondamental. Une véritable révolution dans la façon de concevoir la nature humaine. Mais pour bien comprendre, il faut repartir de zéro, non? Oui, pour bien mesurer l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir aux bases mêmes de la psychologie. Toute théorie de la motivation digne de ce nom doit obligatoirement répondre à deux impératifs. Lesquels? L'énergisation et la direction. Ok, l'énergisation, j'imagine que c'est le metteur. C'est le carburant, oui. Ce sont les besoins innés qui poussent un organisme à sortir de son inertie pour agir. La direction, quant à elle, ce sont les processus et les structures psychologiques qui guident cette action vers un but très précis. Ce qui explique pourquoi on choisit de faire telle chose plutôt qu'une autre. Exactement. Et historiquement, la psychologie scientifique a eu énormément de mal à expliquer ces deux aspects de manière simultanée lorsqu'il s'agissait de comportements spontanés, de jeu ou d'exploration. Ouais. Quand on regarde les anciennes théories, celles qu'on appelle les théories mécanistes, la vision de l'être humain, c'est presque caricatural, on dirait un manuel d'ingénierie du 19e siècle, quoi. C'est vraiment le mot. Et historiquement, un penseur comme Hulse affirmait avec le plus grand sérieux que tout comportement, absolument tout ce qu'on fait, reposait sur seulement 4 pulsions physiologiques primaires. La faim, la soif, le sexe et l'évitement de la douleur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la réduction des pulsions. Et du côté de la psychanalyse, avec Freud, on mettait l'accent presque exclusivement sur la pulsion sexuelle et l'agressivité. Ce qui donne une vision très limitée. Carrément. Dans ces deux visions, l'humain est perçu un peu comme une cocotte minute sur le feu. Ah, j'aime bien cette image. La pression monte à l'intérieur à cause d'un besoin physiologique non satisfait, et le comportement ne sert qu'à ouvrir la soupape, à relâcher cette pression pour revenir à un état de repos total. C'est une excellente métaphore. Pour utiliser une autre analogie, l'ancienne vision de la pulsion physiologique fonctionne comme le voyant rouge sur le tableau de bord d'une voiture. Le fameux voyant d'essence. Voilà. S'il manque de l'eau dans les cellules, ce que les scientifiques appellent dans leur jargon un déficit tissulaire, le cerveau allume le voyant de la soif. Logique. L'organisme cherche de l'eau, remplit le réservoir, le voyant s'éteint et la machine se remet au repos. Et à cette vision très mécanique s'est ajoutée au milieu du XXe siècle la perspective comportementaliste ou behavioriste. Menée par des figures incontournables comme B.F. Skinner. Absolument. Dans ce modèle qu'on appelle opérant, l'être humain est perçu comme fondamentalement passif. Il serait une sorte de page blanche, uniquement poussé à l'action par des renforcements externes. Le bon vieux système de la carotte et du bâton. Les récompenses et les punitions, quoi. Tout à fait. Si une action est récompensée par l'environnement, elle est répétée. Si elle est punie, elle s'arrête. Mais attends un instant. Si on regarde le monde de l'entreprise aujourd'hui, ou même le système scolaire avec le système des primes, des bons points ou des mauvaises notes, ça marche plutôt bien, non? Ça donne cette impression, oui. Oui, c'est à une faille. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à expliquer concrètement?
Eh bien, elle fonctionne remarquablement bien pour des tâches mécaniques, répétitives, ou pour dresser un animal à appuyer sur un levier. Mais elle présente une faille béante face à la complexité de l'esprit humain. C'est-à-dire? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette théorie de la carotte et du bâton est incapable d'expliquer les comportements qui ne visent aucune récompense externe. Ah, comme peindre dans son garage. Oui, comment expliquer le jeu d'un enfant? Comment expliquer la curiosité pure? Ou le simple fait de s'asseoir avec un café le dimanche matin pour résoudre un puzzle de mots croisés très difficile? C'est vrai qu'il n'y a pas de faim à satisfaire, pas de soif, pas de prime financière à la fin du Sudoku. Selon le modèle de la machine passive, l'humain devrait rester immobile s'il n'a pas faim et s'il n'y a pas de récompense. C'est là qu'émerge ce que les sources appellent la perspective organismique. L'organisme humain n'est donc pas passif. Contrairement à la machine passive qui attend d'être stimulée de l'extérieur, l'organisme vivant est intrinsèquement actif. Il est doté de besoins psychologiques innés qui lui fournissent une énergie vitale pour interagir de manière proactive avec son environnement. C'est fou quand on y pense. Les scientifiques de l'époque devaient s'arracher les cheveux devant ces comportements spontanés. Oh, tu peux en être sûr. Et c'est là que l'histoire de la psychologie prend une tournure digne d'un roman parce que, dans les années 1950, les preuves troublantes ont commencé à s'accumuler en laboratoire, provoquant une véritable panique chez les théoriciens classiques. Les fameuses expériences des années 50. Oublions les dates précises un instant et concentrons-nous sur les expériences, car elles sont hallucinantes. On a des chercheurs qui observent des rats affamés. Et selon l'ancienne théorie, un rat affamé a le voyant rouge allumé. Voilà, il ne doit penser qu'à trouver de la nourriture. Point barre. Pourtant, ces chercheurs ont constaté que ces mêmes rats acceptaient de traverser une grille électrifiée, subissant ainsi une douleur physique réelle, uniquement pour avoir l'opportunité d'aller explorer une nouvelle pièce qu'ils ne connaissaient pas. C'est incroyable. Ils ignoraient leur propre faim et enduraient la douleur pour le simple frisson de l'exploration. Ça casse absolument tous les modèles de la réduction des pulsions. Et puis, il y a eu ces fameuses expériences avec des singes macaques. Oui, les travaux de Harlow sur les primates ont été un véritable point de bascule. Les chercheurs ont placé des puzzles mécaniques complexes dans les cages des singes. Des boîtes pour cacher de la nourriture? Même pas. Ce n'étaient pas des simples boîtes, mais des mécanismes intriqués avec des crochets, des charnières et des loquets. Sans aucune récompense externe, sans la moindre cacahuète à la clé, les singes se sont mis à manipuler ces objets et ont appris à les résoudre. Juste pour s'amuser? Ils le faisaient par pur plaisir, par fascination intellectuelle pour le mécanisme. Et surtout, ils faisaient preuve d'une persistance incroyable, y passant des heures. Cela détruisait complètement le dogme behavioriste selon lequel l'apprentissage nécessite forcément une carotte ou un bâton. J'imagine tellement la scène, la vieille garde scientifique, dans ses laboratoires austères, face à ces singes bricoleurs et ces rats explorateurs qui ruinent des décennies de théories bien rangées. Ils ont paniqué. Ils ont évidemment tenté de sauver les meubles avec des explications complètement alambiquées. La première tentative désespérée a été de parler de réduction de l'anxiété. Ah oui, cette fameuse parade. Ils se sont dit un truc du genre bon, la nouveauté, c'est effrayant. Donc, quand l'animal explore ce qui est nouveau, il le fait en réalité pour réduire sa peur, ce qui agit au final comme une sorte de récompense interne. Une explication qui s'effondre très vite à l'analyse, en effet. Pourquoi? La réaction la plus logique et la plus économique serait simplement la fuite. C'est clair, on fuit le danger. On se cache dans un coin sombre et on attend. On ne se lance pas dans une exploration minutieuse. Et pour reprendre l'exemple de nos rats sur la grille électrifiée, pourquoi un organisme endurerait-il un choc électrique douloureux simplement pour aller chercher de l'anxiété supplémentaire dans une pièce inconnue? Ça n'a aucun sens. Cela n'a strictement aucun sens d'un point de vue évolutif. Ensuite, ils ont essayé l'argument du renforcement secondaire. C'est encore plus tordu. L'idée était de dire que les bébés associent inconsciemment l'exploration à la nourriture. Oui, parce qu'ils explorent en mangeant. Voilà, sous prétexte qu'un nourrisson explore visuellement le visage de sa mère ou touche son environnement tout en étant nourri au sein ou au biberon, l'acte d'explorer deviendrait par simple association répétée une récompense en soi. Là encore, l'observation clinique contredit cette théorie de bout en bout. L'exploration de l'environnement, la curiosité visuelle et tactile apparaissent chez les nouveau-nés beaucoup trop tôt après la naissance pour qu'il y ait eu le temps matériel d'établir un tel apprentissage par association. Donc c'est inné. Ce besoin viscéral de manipuler, de regarder, de comprendre le monde qui les entoure est présent dès le départ. C'est codé en nous. Ce n'est absolument pas un sous-produit de l'alimentation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à ces échecs cuisants, au lieu de remettre en question leur précieux modèle de la cocotte minute, certains théoriciens se sont mis à inventer des pulsions sur mesure.
Du bricolage théorique pur et simple. Littéralement. Un chercheur a proposé une pulsion d'exploration. D'autres ont carrément inventé une pulsion d'ennui. Dès qu'un comportement ne rentrait pas dans les cases habituelles, on collait le mot « pulsion » dessus pour faire scientifique. Et nommer un phénomène ne revient absolument pas à l'expliquer, comme l'a brillamment souligné un chercheur nommé Robert White à la fin des années 50. C'était quoi son argument ? Son argument critique a été un véritable coup de grâce pour ses théories mécanistes. Il a rappelé une évidence. Une véritable pulsion physiologique, comme la faim, a une fonction très précise. Elle signale un déficit et cherche à le combler pour ramener l'organisme au repos. Quand on mange, la faim disparaît. Exactement. Mais avec l'exploration ou le jeu, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'animal ou l'être humain cherche activement à augmenter sa stimulation. Il ne veut pas dormir. Non, il ne cherche pas l'apaisement ou le sommeil, il cherche l'engagement, l'attention joyeuse de la découverte. Vouloir volontairement augmenter une tension brise la règle fondamentale, le socle même de toutes les théories des pulsions. Mais alors, si on ne cherche pas juste à s'endormir après avoir bien mangé, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? On cherche un équilibre. C'est ce qui nous amène à la notion du juste milieu. Les chercheurs ont commencé à parler de théorie de la stimulation optimale. L'idée centrale est que l'organisme humain ne recherche pas le repos absolu, mais plutôt un niveau d'éveil physiologique idéal. Un éveil qui varie ? Oui, un niveau qui n'est ni trop bas pour ne pas s'endormir d'ennui, ni trop haut pour ne pas paniquer, et qui varie subtilement en fonction de notre journée. J'adore cette analogie. Si l'on tombe soudainement nez à nez avec un ours sauvage en colère, le niveau de stimulation explose instantanément. Il est beaucoup trop fort, c'est la surcharge sensorielle et émotionnelle. La panique totale. La réaction immédiate sera de fuir le plus loin possible pour réduire cette stimulation terrifiante. C'est une pure question de survie. En revanche, imaginons un dimanche après-midi un peu morne. On s'ennuie un peu. On se promène dans un zoo moderne, parfaitement sécurisé. Soudain, on aperçoit un grand ours derrière une épaisse vitre incassable. Quelle sera la réaction spontanée ? On s'approche. La démarche naturelle sera de s'approcher de la cage. Pourquoi ? Pour augmenter son niveau de stimulation, pour ressentir ce petit frisson de curiosité, d'émerveillement, car l'environnement immédiat n'en fournissait pas assez. On ajuste constamment le curseur. L'organisme ajuste constamment son comportement, tel un funambule pour rester dans cette zone d'éveil idéal. Les preuves scientifiques de ce besoin fondamental d'être stimulé sont d'ailleurs assez effrayantes. On trouve dans les textes des expériences de privation sensorielle menées dans les années 50 qui font froid dans le dos. Ah oui, les travaux de Bexton, Heron et Scott. L'idée était de voir ce qui se passe si on place un humain dans cet état de repos total que les anciennes théories considéraient comme le but ultime de la vie. Le paradis behavioriste en somme. Sauf que c'était l'enfer. Des volontaires étaient grassement payés pour ne rien faire. Toutes leurs pulsions primaires étaient parfaitement satisfaites. Ils étaient nourris à la demande, désaltérés, confortablement allongés sur un lit doux. Mais il y avait un piège. Oui, ils portaient des lunettes opaques, des gants en carton pour ne rien sentir, et un casque diffusant un bruit blanc continu. Le vide sensoriel absolu. Aucune stimulation. Eh bien, cette privation de stimulation devenait si insupportable, si angoissante au bout de quelques heures ou quelques jours, qu'ils préféraient abandonner l'expérience et renoncer à la généreuse récompense plutôt que de rester dans ce néant. C'est frappant. L'ennui profond n'est pas juste désagréable, il est perçu par le cerveau comme une véritable douleur. L'incongruité donc, ce qui ne colle pas tout à fait. C'est ça. L'être humain est ici conceptualisé comme un formidable processeur d'informations. Notre esprit est irrésistiblement attiré par ce qui est légèrement décalé par rapport à nos attentes, ce qui crée une dissonance modérée. Pas trop décalé non plus. Exactement. Si c'est trop familier, c'est l'ennui. Si c'est totalement chaotique et incompréhensible, c'est la fuite ou le rejet. On cherche ce qu'on pourrait appeler la nouveauté digeste. Il y a une expérience sur ça dans les sources, non ? Oui, une expérience très parlante impliquait de l'eau à différentes températures, par Aberbay en 1958. On demandait à des sujets de plonger leurs mains dans un bac d'eau et de s'y habituer. Ensuite, on leur proposait d'autres bacs. Et que choisissaient-ils ? Ils choisissaient systématiquement d'explorer des températures légèrement différentes de leur température d'adaptation. Ils fuyaient les eaux glacées ou brûlantes, mais ils évitaient aussi soigneusement la température exacte à laquelle ils étaient déjà habitués. Le
petit pas de côté, ni trop grand, ni trop petit. Tout à fait. L'incongruité optimale, c'est ce qui explique pourquoi on adore les romans policiers bien ficelés ou les intrigues de films avec un retournement de situation qu'on pouvait un peu deviner mais qui nous surprend quand même. Ou les jeux vidéo. C'est aussi pour ça qu'apprendre une nouvelle compétence est agréable, quand le défi est juste un cran au-dessus de notre niveau actuel. Si on se met au tennis et qu'on joue contre un professionnel, on est dégoûté. Si on joue contre un mur, on s'ennuie. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ces théories de l'incongruité ou de la nouveauté sont excellentes pour expliquer la direction du comportement. Elles expliquent très bien vers quoi nous sommes attirés. Mais, il y a un mais. Cependant, elles présentent une limite majeure reconnue par les sources. Elles n'expliquent toujours pas la source de l'énergie motrice. Elles décrivent l'attrait de la nouveauté, mais elles oublient le moteur psychologique interne. Elles ne répondent pas fondamentalement au pourquoi profond de ce besoin vital d'interagir avec le monde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? C'est ici que l'œuvre monumentale de Deci et Ryan, et leur livre de 1985, prend tout son sens. Ils ne se contentent pas de rejeter les anciennes théories behavioristes, ils font la synthèse de décennies de recherche pour formuler la théorie de l'autodétermination. Le fameux Graal de la motivation intrinsèque? Et le cœur du réacteur de cette théorie, c'est une affirmation audacieuse. Il existe des besoins psychologiques innés. Et le mot « inné » est crucial. On ne parle pas de simples envies ou de préférences culturelles forgées par la société, mais de besoins psychologiques aussi fondamentaux et universels pour notre survie mentale que la vitamine C l'est pour notre corps physique. Exactement. Le premier de ces piliers, c'est le besoin de compétence. Ce concept hérite de la notion de motivation d'effectance. L'effectance, ça veut dire agir avec efficacité. C'est le désir inné, profondément ancré dans le code source de l'être humain, d'interagir efficacement avec son environnement. Que ce soit un enfant qui réussit enfin à emboîter 2 briques de Lego particulièrement récalcitrantes, ou un adulte qui parvient à réparer le moteur d'une vieille voiture après des heures de cambouis. La vraie récompense n'est pas l'objet réparé. Non, la véritable récompense n'est pas l'objet final ou l'argent. La récompense, c'est le sentiment d'efficacité lui-même. C'est ce frisson d'accomplissement intérieur qui nourrit l'estime de soi. Notre psyché a littéralement besoin de se sentir capable de maîtriser les éléments de sa vie. Et le deuxième besoin central exploré dans ces travaux est l'autonomie, ou l'autodétermination. Et attention, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas juste faire ce qu'on veut quand on veut. Non, c'est beaucoup plus subtil. Cela puise ses racines dans les concepts du lieu de causalité perçue de Heider et de Charms. C'est une distinction subtile mais capitale pour comprendre notre propre vie professionnelle ou personnelle. Une distinction fondamentale. C'est la différence radicale entre accomplir une tâche parce qu'une volonté intime et authentique nous y pousse, la fameuse causalité interne, ou l'accomplir parce qu'un événement externe, une pression sociale, un patron ou même une promesse de récompense nous y oblige. C'est sur ce point précis que la théorie de l'autodétermination frappe un grand coup, notamment avec ce qu'on appelle la théorie de l'évaluation cognitive. Et là, on touche à quelque chose de très contre-intuitif. Les recherches de Deci ont mis en lumière un phénomène paradoxal et contre-intuitif en effet. Les récompenses externes peuvent littéralement détruire la motivation intrinsèque. Comment ça? L'argent détruit la passion? Imaginons quelqu'un qui adore jardiner le dimanche. Il le fait par pur besoin de compétence et d'autonomie. Son lieu de causalité est interne. Il se sent libre. Jusque-là, tout va bien. Soudain, un voisin lui propose de le payer généreusement pour jardiner chez lui tous les week-ends. Au début, cela semble fantastique. Mais psychologiquement, un glissement s'opère. Le lieu de causalité devient externe. Il ne le fait plus pour lui-même. La personne ne jardine plus parce qu'elle aime ça, mais parce qu'elle est payée pour le faire. La perception d'autonomie s'effondre. Le passe-temps joyeux se transforme soudainement en une corvée laborieuse. La carotte financière a tué l'intérêt spontané. C'est une grille de lecture tellement puissante. Quand on y réfléchit pour sa propre vie, la différence entre remplir un énorme tableau Excel pour organiser sa propre passion, comme collectionner des timbres ou planifier un voyage de rêve, et remplir exactement le même tableau Excel parce qu'un supérieur hiérarchique l'exige avec une date butoir, est gigantesque. C'est le jour et la nuit. La tâche mécanique est strictement la même, la complexité intellectuelle est la même, mais l'énergie psychologique disponible est totalement différente. Dans un cas, l'énergie semble inépuisable, dans l'autre, c'est l'épuisement total en 1 heure.
Et il est crucial de souligner que cette motivation intrinsèque n'est pas un concept froid, abstrait ou purement intellectuel. Elle s'accompagne toujours d'émotions très intenses. L'intérêt, l'excitation. Quand on agit en étant véritablement poussé par ses propres besoins de compétence et d'autonomie, on ressent de l'intérêt, de la joie, une véritable excitation vitale. C'est ce qui mène à ce fameux état de flow. Le flow, cette sensation où tout glisse. Cette fluidité parfaite où l'on perd totalement la notion du temps, où l'action et la conscience de soi fusionnent harmonieusement. Le flow est la dimension descriptive de la forme la plus pure de la motivation intrinsèque. Pour résumer cette vaste évolution intellectuelle, il faut vraiment apprécier l'élégance de ce basculement scientifique. C'est une histoire fascinante. Nous sommes passés, en quelques décennies, d'une vision extrêmement réductrice d'un humain-machine, passif et purement réactif, soumis au seul diktat de son estomac et de la peur, à une vision beaucoup plus riche. La psychologie a fini par reconnaître l'existence d'un organisme vivant. Un organisme intrinsèquement actif, naturellement poussé à explorer son monde, à vouloir le maîtriser par le jeu et à chercher sans cesse à s'améliorer pour le simple frisson de la découverte. C'est une vision fondamentalement optimiste de la nature humaine. D'actions ne sont pas des luxes philosophiques ou des caprices, mais le véritable moteur de notre santé mentale. Cela soulève d'ailleurs une question importante en guise de réflexion finale. Nous venons de voir comment les récompenses et les pressions externes détruisent ce sentiment vital d'autonomie et transforment la passion en corvée. Une mécanique implacable. Si notre nature humaine la plus fondamentale, celle qui nous maintient en bonne santé psychologique et nous pousse à l'excellence, est de rechercher spontanément l'autonomie et d'apprendre pour le simple plaisir de grandir, Je vois où on veut en venir. dans quelle mesure les systèmes qui structurent notre société actuelle favorisent-ils cette nature humaine ? Quiconque observe attentivement nos systèmes modernes d'éducation, avec leur obsession des notes et des classements, ou la grande majorité des modèles de management en entreprise, remarquera qu'ils reposent presque exclusivement sur des systèmes de contrôle. Des primes, des menaces, des évaluations de performance. Autrement dit, nos institutions s'appuient massivement sur le vieux modèle opérant, celui du dresseur et du pigeon. On traite les gens comme les singes sans puzzle, quoi. On est en droit de se demander si, en voulant frénétiquement motiver les troupes par la carotte et le bâton, nos sociétés ne sont pas, de la manière la plus ironique qui soit, en train d'écraser méthodiquement notre besoin psychologique le plus précieux. En érigeant des obstacles invisibles mais redoutables à notre inclination naturelle d'explorer et d'apprendre par nous-mêmes. Une réflexion qui mérite certainement qu'on s'y attarde longuement. C'est une conclusion parfaite pour refermer ce dossier si riche en perspectives. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du comportement humain.